Chapitre 2. Ils laissèrent Mr. Foster dans la salle de décantation. Le DIC et ses étudiants prirent place dans l'ascenseur le plus proche et furent montés au 5e étage. Pouponnière. Salle de conditionnement néo-pavlovien, annonçait la plaque indicatrice. Le directeur ouvrit une porte. Ils se trouvèrent dans une vaste pièce vide, très claire et ensoleillée, car toute la paroi exposée au sud ne formait qu'une fenêtre. Une demi-douzaine d'infirmières, vêtues des pantalons et des jaquettes d'uniforme réglementaire en toile blanche de viscose, les cheveux aseptiquement cachés sous des bonnets blancs, étaient occupées à disposer sur le plancher des vases de roses suivant une longue rangée d'un bout à l'autre de la pièce. De grands vases, garnis de fleurs bien serrées. Des milliers de pétales, pleinement épanouis, et d'une douceur soyeuse, semblable aux joues d'innombrables petits chérubins, mais de chérubins qui, dans cette lumière brillante, n'étaient pas exclusivement roses et ariens, mais aussi lumineusement chinois, mexicains aussi, apoplectiques aussi d'avoir trop soufflé dans des trompettes célestes, pâles comme la mort aussi, pâles de la blancheur posthume du marbre. Les infirmières se raidirent au garde-à-vous à l'entrée du DIC. Installez les livres, dit-il sèchement. En silence, les infirmières obéirent à son commandement. Entre les vases de roses, les livres furent dûment disposés, une rangée d'inquartos enfantins, ouverts d'une façon tentante, chacun sur quelque image gaiement coloriée de bêtes, de poissons ou d'oiseaux. À présent, faites entrer les enfants. Elles sortirent en hâte de la pièce, et rentrèrent au bout d'une minute ou deux, poussant chacune une espèce de haute serveuse chargée, sur chacun de ces 4 rayons en toile métallique, de bébés de 8 mois, tous exactement pareils. Un groupe de Bokhanovski, c'était manifeste, et tous puisqu'il appartenait à la caste delta, vêtus de kaki. Posez-les par terre. On déchargea les enfants. À présent, tournez-les de façon qu'ils puissent voir les fleurs et les livres. Tournés, les bébés firent immédiatement silence, puis ils se mirent à ramper vers ces masses de couleurs brillantes, ces formes si gaies et si vives sur les pages blanches. Tandis qu'ils s'en approchaient, le soleil se dégagea d'une éclipse momentanée où l'avait maintenu un nuage.
Les roses flamboyèrent comme sous l'effet d'une passion interne soudaine, une énergie nouvelle et profonde parut se répandre sur les pages luisantes des livres. Des rangs des bébés rampants à quatre pattes s'élevaient de petits piaillements de surexcitation, des gazouillements et des sifflotements de plaisir. Le directeur se frotta les mains. Excellent, dit-il. On n'aurait guère fait mieux si ça avait été arrangé tout exprès. Les rampeurs les plus alertes étaient déjà arrivés à leur but. De petites mains se tendirent, incertaines, touchèrent, saisirent, effeuillant les roses transfigurées, chiffonnant les pages illuminées des livres. Le directeur attendit qu'ils fussent tous joyeusement occupés. Puis, observez bien, dit-il. Et, levant la main, il donna le signal. L'infirmière chef, qui se tenait à côté d'un tableau de commande électrique à l'autre bout de la pièce, abaissa un petit levier. Il y eut une explosion violente. Perçante, toujours plus perçante, une sirène siffla. Des sonneries d'alarme retentirent, affolantes. Les enfants sursautèrent, hurlèrent, leurs visages étaient distordus de terreur. Et maintenant, cria le directeur car le bruit était assourdissant, maintenant, nous passons à l'opération qui a pour but de faire pénétrer la leçon bien à fond, au moyen d'une légère secousse électrique. Il agita de nouveau la main, et l'infirmière chef abaissa un second levier. Les cris des enfants changèrent soudain de ton. Il y avait quelque chose de désespéré, de presque dément, dans les hurlements perçants et spasmodiques qu'ils lancèrent alors. Leurs petits corps se contractaient et se raidissaient, leurs membres s'agitaient en mouvements saccadés, comme sous le tiraillement de fils invisibles. Nous pouvons faire passer le courant dans toute cette bande de plancher, glapit le directeur en guise d'explication. Mais cela suffit, dit-il comme signal à l'infirmière. Les explosions cessèrent, les sonneries s'arrêtèrent, le hurlement de la sirène s'amortit, descendant de ton en ton jusqu'au silence. Les corps raidis et contractés se détendirent, et ce qui avait été les sanglots et les abois de fous furieux en herbe se répandit de nouveau en hurlements normaux de terreur ordinaire. Offrez-leur encore une fois les fleurs et les livres.
Les infirmières obéirent, mais à l'approche des roses, à la simple vue de ces images gaiement coloriées du minet, du cocorico et du mouton noir qui fait béé, béé, les enfants se reculèrent avec horreur, leurs hurlements s'accrurent soudain en intensité. Observez, dit triomphalement le directeur, observez. Les livres et les bruits intenses, les fleurs et les secousses électriques, déjà, dans l'esprit de l'enfant, ces couples étaient liés de façon compromettante, et, au bout de 200 répétitions de la même leçon ou d'une autre semblable, ils seraient mariés indissolublement. Ce que l'homme a uni, la nature est impuissante à le séparer. Ils grandiront avec ce que les psychologues appelaient une haine instinctive des livres et des fleurs. Des réflexes inaltérablement conditionnés. Ils seront à l'abri des livres et de la botanique pendant toute leur vie. Le directeur se tourna vers les infirmières, remportez-les. Toujours hurlant, les bébés en kaki furent chargés sur leurs serveuses et roulés hors de la pièce, laissant derrière eux une odeur de lait aigre et un silence fort bienvenu. L'un des étudiants leva la main, et, bien qu'il comprit fort bien pourquoi l'on ne pouvait pas tolérer que des gens de caste inférieure gaspillassent le temps de la communauté avec des livres, et qu'il y avait toujours le danger qu'ils lussent quelque chose qui fît indésirablement, déconditionner, un de leurs réflexes, cependant, en somme, il ne concevait pas ce qui avait trait aux fleurs. Pourquoi se donner la peine de rendre psychologiquement impossible au delta l'amour des fleurs? Patiemment, le DIC donna des explications. Si l'on faisait en sorte que les enfants se missent à hurler à la vue d'une rose, c'était pour des raisons de haute politique économique. Il n'y a pas si longtemps, voilà un siècle environ, on avait conditionné les gamma, les delta, voire les epsilon, à aimer les fleurs en particulier et la nature sauvage en général. Le but visé, c'était de faire naître en eux le désir d'aller à la campagne chaque fois que l'occasion s'en présentait, et de les obliger ainsi à consommer du transport. Et ne consommait-il pas de transport? Demanda l'étudiant. Si, et même en assez grande quantité, répondit le DIC, mais rien de plus. Les primes verts et les paysages, fit-il observer, ont un défaut grave, ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine.
On décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes, d'abolir l'amour de la nature, mais non point la tendance à consommer du transport. Car il était essentiel, bien entendu, qu'on continuât à aller à la campagne, même si l'on avait cela en horreur. Le problème consistait à trouver à la consommation du transport une raison économiquement mieux fondée qu'une simple affection pour les primevères et les paysages. Elle fut dûment découverte. Nous conditionnons les masses à détester la campagne, dit le directeur pour conclure. Mais simultanément nous les conditionnons à raffoler de tous les sports en plein air. En même temps, nous faisons le nécessaire pour que tous les sports de plein air entraînent l'emploi d'appareils compliqués. De sorte qu'on consomme des articles manufacturés, aussi bien que du transport. D'où ces secousses électriques. Je comprends, dit l'étudiant, et il resta silencieux, éperdu d'admiration. Il y eut un silence, puis, tout sautant pour se dégager la voix. Il était une fois, commença le directeur, alors que notre Ford était encore de ce monde, un petit garçon qui s'appelait Ruben Rabinovitch. Ruben était l'enfant de parents de langue polonaise, le directeur s'interrompit. Vous savez ce que c'est que le polonais, je suppose? Une langue morte. Comme le français et l'allemand, ajouta un autre étudiant, exhibant avec zèle son savoir. Et parents, questionna le DIC. Il y eut un silence gêné. Plusieurs des jeunes gens rougirent. Ils n'avaient pas encore appris à reconnaître la ligne de démarcation, importante mais souvent fort ténue, qui sépare l'ordure de la science pure. L'un d'eux, enfin, eut le courage de lever la main. Les êtres humains, autrefois, étaient, dit-il avec hésitation, le sang lui affluait aux joues. Enfin, ils étaient vivipares. Et quand les bébés étaient décantés. Naissaient, corrigea-t-il. Eh bien, alors, c'étaient les parents, c'est-à-dire, pas les bébés, bien entendu, les autres. Le pauvre garçon était éperdu de confusion. En un mot, résuma le directeur, les parents étaient le père et la mère.
Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. La mère, répéta-t-il très haut, pour faire pénétrer bien à fond la science, et, se penchant en arrière sur sa chaise, ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, je le sais. Mais aussi, la plupart des faits historiques sont désagréables. Il revint au petit Rouben dans la chambre de qui, un soir, par négligence, son père et sa mère, avaient, par hasard, laissé en fonctionnement l'appareil de TSF. Car il faut se souvenir qu'en ces jours de grossière reproduction vivipare, les enfants étaient toujours élevés par leurs parents et non dans des centres de conditionnement de l'État. Pendant que l'enfant dormait, l'appareil commença soudain à transmettre un programme de radiophonie de Londres, et le lendemain matin, à l'étonnement de son et de sa les plus effrontés parmi les jeunes gens se risquèrent à échanger un ricanement. Le petit Rouben se réveilla en répétant mot à mot une longue conférence de ce curieux écrivain ancien, l'un des très rares dont on ait autorisé la transmission des œuvres jusqu'à nous, Georges Bernard Shaw, qui parlait, suivant une tradition bien établie, de son propre génie. Pour le clin d'œil et la ricanement du petit Rouben, cette conférence fut, bien entendu, parfaitement incompréhensible et, s'imaginant que leur enfant était devenu subitement fou, ils firent venir un médecin. Celui-ci, heureusement, comprenait l'anglais, reconnut le discours pour celui que Shaw avait diffusé par TSF, se rendit compte de l'importance de ce qui était arrivé, et écrivit à ce sujet une lettre à la presse médicale. Le principe de l'enseignement pendant le sommeil, ou hypnopédie, avait été découvert. Le DIC fit une pause impressionnante. Le principe avait été découvert, mais il devait s'écouler bien des années avant que ce principe reçût des applications utiles. Le cas du petit Rouben ne se produisit que 23 ans après le lancement du premier modèle en T de notre Ford. Ici, le directeur fit un signe de T à hauteur de son estomac, et tous les étudiants l'imitèrent révérencieusement. Et pourtant, furieusement, les étudiants griffonnèrent. L'hypnopédie, premier emploi officiel en l'an 214 de NF. Pourquoi pas plus tôt? Deux raisons. A.
Ces premiers expérimentateurs, disait le DIC, étaient sur une mauvaise voie. Ils croyaient qu'on pouvait faire de l'hypnopédie un instrument d'éducation intellectuelle. Un petit garçon, endormi sur le côté droit, le bras droit hors du lit, la main droite pendant mollement par-dessus le bord. Sortant d'une ouverture ronde et grillagée dans la paroi d'une boîte, une voix parle doucement. Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique, et le second, pour la longueur, de tous les fleuves du globe. Bien qu'il n'atteigne pas la longueur du Mississippi-Missouri, le Nil arrive en tête de tous les fleuves pour l'importance du bassin, qui s'étend sur 35 degrés de latitude. Au petit déjeuner, le lendemain matin, Tommy, dit quelqu'un, sais-tu quel est le plus long fleuve d'Afrique? Des signes de tête en dénégation. Mais ne te souviens-tu pas de quelque chose qui commence ainsi, le Nil est le? Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique et le second pour la longueur de tous les fleuves du globe. Les mots sortent en se précipitant. Bien qu'ils n'atteignent pas. Eh bien, dis-moi maintenant quel est le plus long fleuve d'Afrique? Les yeux sont ternes. Je n'en sais rien. Mais le Nil, Tommy. Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique et le second. Alors quel est le fleuve le plus long, Tommy? Tommy fond en larmes. J'en sais rien, pleurniche-t-il. C'est cette pleurnicherie, le directeur le leur fit clairement comprendre, qui découragea les premiers chercheurs. Les expériences furent abandonnées. On ne fit plus de tentatives pour apprendre aux enfants la longueur du Nil pendant leur sommeil. Fort judicieusement. On ne peut apprendre une science à moins qu'on ne sache pertinemment de quoi il s'agit. Tandis que, s'il avait seulement commencé par l'éducation morale, dit le directeur, conduisant la bande vers la porte. Les étudiants le suivirent, griffonnant désespérément tout en marchant et pendant tout le trajet en ascenseur. L'éducation morale, qui ne doit jamais, en aucune circonstance, être rationnelle.
Silence, silence, murmura un haut-parleur tandis qu'il sortait de l'ascenseur au 14e étage, et, silence, silence, répétèrent infatigablement les pavillons des instruments, à intervalles réguliers, le long de chaque couloir. Les étudiants, et jusqu'au directeur lui-même, se haussèrent automatiquement sur la pointe des pieds. Ils étaient des alphas, bien entendu, mais les alphas eux-mêmes ont été bien conditionnés. Silence, silence. Toute l'atmosphère du 14e étage vibrait d'impératifs catégoriques. 50 mètres de parcours sur la pointe des pieds les amenèrent à une porte que le directeur ouvrit avec précaution. Ils franchirent le seuil et pénétrèrent dans la pénombre d'un dortoir au volet clos. « 80 petits lits s'alignaient le long du mur. Il y avait un bruit de respiration légère et régulière et un murmure continu, comme de voix très basses chuchotant au loin. Une infirmière se leva comme ils entraient, et se mit au garde-à-vous devant le directeur. « Quelle est la leçon, cet après-midi » demanda-t-il. « Nous avons fait du sexe élémentaire pendant les 40 premières minutes, répondit-elle. Mais maintenant, on a réglé l'appareil sur le cours élémentaire de sentiment des classes sociales. Le directeur parcourut lentement la longue file des petits lits. Rose et détendue par le sommeil, 80 petits garçons et petites filles étaient étendus, respirant doucement. Il sortait un chuchotement de sous chaque oreiller. Le DIC s'arrêta et, se penchant sur l'un des petits lits, écouta attentivement. Cours élémentaire de sentiment des classes sociales, disiez-vous? Faites-le répéter un peu plus haut par le pavillon. À l'extrémité de la pièce, un haut-parleur faisait saillie sur le mur. Le directeur s'y rendit et appuya sur un interrupteur. Sont tous vêtus de vert, dit une voix douce mais fort distincte commençant au milieu d'une phrase, et les enfants Delta sont vêtus de kaki. Oh, non, je ne veux pas jouer avec des enfants Delta. Et les epsilons sont encore pires. Ils sont trop bêtes pour savoir lire ou écrire. Et puis, ils sont vêtus de noir, ce qui est une couleur ignoble.
Comme je suis content d'être un bêta. Il y eut une pause, puis la voix reprit. Les enfants alpha sont vêtus de gris. Ils travaillent beaucoup plus dur que nous, parce qu'ils sont si formidablement intelligents. Vraiment, je suis joliment content d'être un bêta, parce que je ne travaille pas si dur. Et puis, nous sommes bien supérieurs au gamma et au delta. Les gammas sont bêtes. Ils sont tous vêtus de vert, et les enfants delta sont vêtus de kaki. Oh, non, je ne veux pas jouer avec les enfants delta. Et les epsilons sont encore pires. Ils sont trop bêtes pour savoir. Le directeur remit l'interrupteur dans sa position primitive. La voix se tut. Ce ne fut plus que son grêle fantôme qui continua à marmotter de sous les 80 oreillers. Ils entendront cela répéter encore 40 ou 50 fois avant de se réveiller, puis, de nouveau, jeudi, et samedi, de même. « 120 fois, 3 fois par semaine, pendant 30 mois. Après quoi, ils passeront à une leçon plus avancée. Des roses et des secousses électriques, le kaki des deltas et une bouffée d'assa fétida, liés indissolublement avant que l'enfant sache parler. Mais le conditionnement que des paroles n'accompagnent pas est grossier et tout d'une pièce, il est incapable de faire saisir les distinctions plus fines, d'inculquer les modes de conduite plus complexes. Pour cela, il faut des paroles, mais des paroles sans raison. En un mot, l'hypnopédie. La plus grande force moralisatrice et socialisatrice de tous les temps. Les étudiants inscrivirent cela dans leur calepin. Le savoir puisé directement à la source. De nouveau, le directeur toucha l'interrupteur. Si formidablement intelligent, disait la voix douce, insinuante, infatigable. Vraiment, je suis joliment content d'être un bêta, parce que... Non pas tout à fait comme des gouttes d'eau, bien que l'eau, en vérité, soit capable de creuser à la longue des trous dans le granit le plus dur, mais plutôt comme des gouttes de cire à cachoter liquide, des gouttes qui adhèrent, s'incrustent, s'incorporent à ce sur quoi elles tombent, jusqu'à ce qu'enfin le roc ne soit plus qu'une seule masse écarlate.
Jusqu'à ce qu'enfin l'esprit de l'enfant, ce soit ces choses suggérées, et que la somme de ces choses suggérées, ce soit l'esprit de l'enfant. Et non pas seulement l'esprit de l'enfant, mais également l'esprit de l'adulte, pour toute sa vie. L'esprit qui juge, et désire, et décide, constitué par ces choses suggérées. Mais toutes ces choses suggérées, ce sont celles que nous suggérons, nous. Le directeur en vint presque à crier, dans son triomphe. Que suggère l'État? Il tapa sur la table la plus proche. Il en résulte, par conséquent. Oh, Ford, dit-il, d'un autre ton, voilà que j'ai réveillé les enfants.